2026 commence à peine et la situation est déjà très chahutée sur le plan international avec l'intervention des États-Unis au Venezuela. L'Europe reste marquée par la dette, le vieillissement démographique et la transition climatique. Quant à la France, toujours sans budget, elle entre dans une année décisive avec, sur le plan économique, la nécessité de restaurer ses finances publiques. Tout cela aura bien sûr un impact sur les marchés et des conséquences sur vos placements. Alors, pour faire le point sur l'état du monde et les grandes tendances à venir, j'ai le plaisir d'accueillir Marc Riez, directeur général de Vega Investment Solutions, le pôle d'expertise en gestion patrimoniale du groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France. Alors, Marc Riez, dans quel état est le monde économique à l'approche de 2026 ? Assiste-t-on, selon vous, à la fin du cycle de mondialisation tel que nous l'avons connu ? Clairement, depuis quelques années, ce cycle de mondialisation pose question. Les premiers doutes sur son fonctionnement, nous les avons eus dès 2020 avec le Covid, où on s'est aperçu qu'en Europe, quoique ayant les plus grands laboratoires pharmaceutiques au monde, Merck en Allemagne, Novartis en Suisse et bien d'autres, eh bien, nous n'avions pas de médicaments. Et là, quand même, les gens ont commencé à s'interroger et se dire la mondialisation, c'est très efficace économiquement, c'est certainement très bien, mais ça a aussi ses limites, on le voit, dès lors que la souveraineté, l'indépendance des continents est en cause. Et on a vu à cette occasion aussi que l'Europe était plutôt mal placée dans ce jeu de la mondialisation parce qu'elle n'était pas, comme les États-Unis, la très grande puissance militaire et financière qui pouvait tout obtenir, et elle n'était pas comme l'Asie, l'endroit où tout était fabriqué. Et donc, elle était un peu dépendante du bon vouloir de ses fournisseurs. Et depuis 2020, d'autres événements ont à nouveau affecté cette idée de mondialisation triomphante, et en particulier, évidemment, la guerre en Ukraine, qui a montré que, quelque chose que l'on croyait avoir disparu depuis des décennies, la menace physique, l'envahissement, etc., n'était pas si loin que ça, et que les questions de souveraineté, d'indépendance stratégique prenaient tout leur sens. Pensez-vous que nous sommes entrés dans un nouveau régime économique avec plus de chocs, plus d'instabilité, plus de volatilité ? Plus l'économie accélère, et forcément, plus il y a de hauts et de bas, en quelque sorte. Et donc plus de volatilité, c'est vrai. Alors, on n'en était pas épargné dans les 20 dernières années. On a eu la crise subprime, la crise de la Grèce, la crise de... On a traversé beaucoup de crises et on sent effectivement que le monde s'accélère. Et ça peut faire un peu peur, parce que forcément, on ne peut plus, comme le faisaient nos grands-parents, acheter de l'air liquide et attendre 50 ans que ça monte. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est face à des événements, à des nouveautés qui sont de plus en plus importantes, de plus en plus rapides. Et forcément, il faut s'habituer à cette volatilité. Mais cette volatilité, il ne faut pas la vivre seulement comme une source de stress ou comme un handicap pour ses placements, mais aussi la voir comme une source d'opportunité. Voyez-vous, typiquement, par exemple, en 2025, quand Donald Trump a annoncé ses droits de douane, le CAC 40 a perdu près de 20% en quelques jours. C'était une bonne occasion d'y rentrer puisqu'il finit l'année à plus 10. Très bien. Il y a un autre sujet dans un monde marqué par le vieillissement qui est la bombe démographique. Est-ce que vous pensez que les marchés l'anticipent suffisamment ou bien la sous-estiment ? Alors, les marchés ont compris que ce qui a porté depuis la Seconde Guerre mondiale la croissance économique, qui était la croissance démographique, beaucoup plus d'êtres humains à nourrir, à habiller, à transporter, à loger, à éduquer, etc., ne serait plus, dans les décennies qui viennent, le principal moteur de la croissance économique. Ça l'a été, ça ne peut plus l'être. Qu'est-ce qui fait que les marchés ne sont pas plus inquiétés de ce phénomène de vieillissement ? C'est un phénomène beaucoup plus culturel, qui était que nos aînés, quand ils vieillissaient, demeuraient chez eux, dépensaient beaucoup moins, sortaient beaucoup moins, consommaient beaucoup moins. Aujourd'hui,
ce qui est assez frappant, et là évidemment j'exclus le très grand âge, c'est que les seniors sont beaucoup plus actifs et beaucoup plus dépensiers que ne l'étaient leurs aînés. Et donc finalement, on s'aperçoit que cette génération, qui a, pour une partie d'entre elles, beaucoup épargné, qui a bénéficié d'années de croissance économique, des Trente Glorieuses, pour se constituer un patrimoine non négligeable, qui perçoit des niveaux de retraite parfois conséquents, et bien finalement est un acteur de l'activité économique, au point que dans nos investissements, on réfléchit parfois à des valeurs qui justement apportent du service, de la valeur ajoutée à ces personnes âgées, ou à ces personnes qu'on appelle maintenant seniors, puisque plus personne n'est vieux, évidemment, euh, euh, et qui représentent une vraie puissance économique et un vrai potentiel aussi de croissance. C'est la raison pour laquelle la valorisation des entreprises n'a pas été aussi affectée qu'elle aurait pu l'être par ce phénomène de vieillissement de la population. Alors, nous évoquions l'Ukraine, le Venezuela. Est-ce que finalement, la fragmentation géopolitique ne devient pas le principal facteur de risque économique et financier? Il est clair qu'on est dans un monde où la démocratie et l'idée que les démocraties représentaient et représenteraient encore dans le futur l'essentiel des pays riches, des pays en développement, etc., et que les dictatures étaient plutôt réservées à des pays sous-développés et destinés à le rester, ça c'est une idée qui disparaît au fil du temps. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, parmi les plus grandes puissances économiques, que l'on parle de la Chine, que l'on parle de la Russie, de l'Inde, et depuis l'élection de Donald Trump l'année dernière, même que l'on parle dans une certaine mesure des États-Unis, sont dirigés par des régimes soit complètement autoritaires, comme la Chine et la Russie, soit tentés par une dimension autoritaire, comme nous l'a encore démontré en cette fin d'année, début d'année 2026, Donald Trump, par son opération coup de poing au Venezuela. On comprend que maintenant, même une grande démocratie comme l'Amérique peut faire un usage illégal ou non conventionnel de la force pour régler des questions qui sont les leurs. Bon, sous diverses raisons, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on comprend qu'on rentre dans un monde où la loi du plus fort est en train de prendre le pas sur le droit et l'état de droit. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et nous, en tant que gérants, on n'est pas là pour juger de la morale des uns et des autres, etc., mais très pragmatiquement pour se dire quels sont finalement les secteurs, les entreprises, les savoir-faire qui vont bénéficier de ces tensions. Alors évidemment, quand on parle de ça, on pense tout de suite à l'industrie de la défense. Parce que forcément, ça a amené un grand nombre de pays à se dire je ne suis pas suffisamment armé. Ça a été le cas, vous l'avez vu, suite à la réception début 2025 du président Zelensky à la Maison-Blanche, où on s'est aperçu que finalement, les Européens n'avaient pas d'armes, pas de munitions, pas de tanks, etc. Et évidemment, suite à ça, il a fallu que l'Europe investisse massivement dans le secteur de la défense, puisque avec le plan ReArm Europe, qui a été annoncé à ce moment-là, c'est 883 milliards d'euros que la Commission européenne va mettre à disposition des États de l'Union pour améliorer leur défense. Ce sera de toute façon insuffisant, et on voit bien que la Chine, l'Amérique, l'Europe investissent massivement dans la défense. Et donc, c'est un secteur, pour nous, qui reste à regarder. Alors, là aussi, il y a des hauts et des bas, mais on sent que structurellement, c'est un besoin qui va durer au moins pour la décennie à venir. Donc cette nouvelle donne géopolitique remet la défense au premier plan. Oui, Elle remet aussi le pétrole au cœur des sujets. exactement. Est-ce que la transition Énergétique, énergétique reste toujours une opportunité d'investissement? clairement. Clairement, parce que si vous voulez, il y a cet aspect stratégique de l'approvisionnement énergétique. On l'a vu d'ailleurs avec l'enlèvement de Maduro au Venezuela le week-end dernier. Il y a vraiment l'idée que les réserves de pétrole sont un actif essentiel pour une grande puissance.
Là, le Venezuela, en l'occurrence, était le pays où les réserves prouvées étaient les plus importantes au monde, avec près de 20% des réserves prouvées mondiales. Et donc, ça, c'est clairement quelque chose qui est dans le viseur de tout le monde. Pour autant, le sujet du réchauffement climatique n'a pas disparu. Donc, le sujet de la transition, à côté du pétrole et de son usage à court terme, reste essentiel. Et personne ne s'y trompe, puisque vous l'avez vu, les Chinois, par exemple, investissent de manière colossale sur les énergies solaires, sur l'éolien, sur l'énergie hydraulique. Et ça commence à représenter une part non négligeable de l'approvisionnement en énergie, car au-delà du sujet de l'indépendance stratégique des nations, il y a aussi la capacité à alimenter ce que l'on appelle les hyperscalers, c'est-à-dire ces énormes centres de données qui vont devoir traiter finalement les données nécessaires à l'intelligence artificielle, au développement des réseaux sociaux, au développement de l'informatique au sens large. Et donc, quand on regarde ça, on s'aperçoit qu'il va falloir multiplier à peu près par 8 la production d'électricité d'ici une trentaine d'années. Et donc, on voit bien que non seulement le pétrole va rester un actif fort stratégique et précieux, mais aussi la capacité de produire de l'électricité à un coût raisonnable pour alimenter la puissance informatique va être absolument cruciale. Et donc, pour moi, il ne faut pas opposer les deux. De toute façon, la nature sera plus forte que nous. Donc, à terme, même les plus indécis ou les plus incrédules verront bien que l'énergie carbonée est dangereuse. Alors, autre révolution majeure, c'est la révolution de l'intelligence artificielle. Oui. Est-ce que, selon vous, c'est une rupture de productivité majeure et avec quelles conséquences sur l'emploi? Les deux questions sont, dans mon esprit, un peu séparées. C'est-à-dire que je crois vraiment que l'intelligence artificielle est une révolution industrielle majeure, qu'il n'y a aucune possibilité pour un investisseur, pour un gérant, d'ignorer ou de ne pas investir dans ce domaine. Et c'est la raison pour laquelle des valeurs comme Nvidia, comme d'autres, ont connu un parcours boursier très important ces dernières années. C'est qu'il y a vraiment cette prise de conscience que c'est quelque chose qui va complètement bouleverser les façons de travailler. Donc, il n'y a Énormément pas de bulle. tâches. Il n'y a pas bulle. Pour moi, il n'y a pas bulle. Pour moi, il n'y a pas bulle. Alors, il peut y avoir ponctuellement des bulles sur certaines valeurs qui valent très cher aujourd'hui et qui ne seront pas capables de délivrer leurs promesses, mais sur le phénomène lui-même, je pense qu'on est encore tout au début de ces possibilités. Et donc, je pense qu'en tant que gérant, on doit absolument, de manière diversifiée, etc., être présent sur ce secteur-là. Après, sur les conséquences pour l'emploi, c'est un peu comme si on avait dit aux agriculteurs au XIXe siècle que le tracteur allait supprimer leur emploi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que certains emplois vont disparaître, des tâches qui peuvent être réalisées plus rapidement, plus efficacement par l'intelligence artificielle, et qui ne sont plus cette fois-ci, et quelque part c'est un peu juste, les tâches manuelles, puisque finalement jusque-là, l'emploi était perdu par les gens qui n'avaient pas de grandes capacités intellectuelles, qui avaient des capacités manuelles et qui étaient remplacés par des machines. Aujourd'hui, ce sont les intellectuels qui, eux, vont être remplacés, les cols blancs, qui, eux, vont être remplacés par la machine, mais la productivité que ça va apporter va générer tellement de bénéfices et de richesses que ça va permettre aussi d'avoir des emplois plus intéressants dans d'autres secteurs, dans des domaines qu'on ne connaît pas nécessairement aujourd'hui. Donc, c'est la destruction créatrice. Pour On est moi, toujours, on est toujours dans ce phénomène de destruction créatrice et je pense qu'on va peut-être aller vers un monde où les gens travailleront moins, mais avec une capacité à créer de la richesse plus importante avec moins d'efforts. C'est un peu ce qui a été fait avec la mécanisation dans le passé. C'est une sorte de mécanisation de l'esprit, quelque part. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut essayer de le comprendre, de s'y adapter et d'anticiper cela. Et en particulier pour nos enfants, pour nos petits-enfants, les amener à être très au fait de ces mouvements, de ces choses, parce que leur job à eux seront beaucoup plus avec l'intelligence artificielle que contre.
Bon, alors je reviens à des réalités plus concrètes. L'inflation qui nous a Oui. empoisonnés pendant des années, est-elle réellement derrière nous ou est-ce que c'est un phénomène récurrent auquel il faudra s'habituer? L'inflation, c'est quelque chose qui est très difficile à maîtriser. Parce qu'en fait, on s'est plaint pendant quand même un très grand nombre d'années, du fait qu'il n'y en avait pas. Alors les Japonais, depuis les années 90, en Europe, bah, c'est depuis la crise, de 2008 et là, on voit bien que l'inflation est complètement liée au fait qu'il y ait ou pas de croissance économique. Quand un pays n'a pas de croissance économique pendant un certain temps, il ne peut pas vraiment avoir d'inflation, parce que ça finit en général très mal, bon. Et donc, en fait, la croissance économique mondiale aujourd'hui, elle est autour de 3. Si on a des gains de productivité importants, grâce au progrès technique et cetera, elle peut peut-être aller vers 3,5. Mais voilà. Et une croissance économique mondiale de ce niveau-là ne justifie pas une inflation majeure. Alors, ce qu'il peut y avoir, qui n'est pas exactement de l'inflation, c'est des hausses de la valeur d'un certain nombre de produits ou de matières premières ou d'éléments. Typiquement, on a vu l'or, l'argent s'envoler en 2025. L'or a pris plus de 60 en 2025, l'argent beaucoup plus. Et on voit qu'il y a comme ça des choses dont le prix en monnaie peut énormément monter. Pour moi, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a de l'inflation. Pour qu'il y ait de l'inflation, il faut que derrière les salaires montent. Or, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que finalement, l'intelligence artificielle donnait de la valeur aux entreprises et finalement pouvait en ôter à un certain nombre de salariés. Et donc, j'ai du mal à estimer aujourd'hui quel va être l'impact de ce rapport de force sur la capacité des salariés à obtenir des augmentations salariales, sans lesquelles il ne peut pas y avoir de machine inflationniste. Parce que c'est bien beau que les prix montent, mais si les gens ne gagnent pas plus, ben, ils peuvent juste acheter des quantités moindres et ça ne fera pas d'inflation. Donc si vous voulez, le sujet, il est très complexe. Je pense qu'il va y avoir des hausses de prix très importantes sur un certain nombre de choses, des hausses de salaire très importantes pour un certain nombre de compétences très rares, mais que par Sur des contre, niches? sur des niches, Ouais. exactement. Mais que par contre, je ne vois pas de vrais mouvements inflationnistes de long terme se mettre en route aujourd'hui. Et de toute façon, les banques centrales sont là. Est-ce qu'elles ont toujours les moyens et la crédibilité pour stabiliser l'économie mondiale? Aujourd'hui, elles l'ont. Aujourd'hui, elles l'ont parce que, elles ont montré quand même une certaine indépendance et je pense notamment au courage extraordinaire dont a fait preuve, Powell face à Trump, Malgré les pressions malgré les politiques? pressions énormes qu'il avait pour baisser les taux et cetera. Il a eu la capacité à freiner le mouvement. Alors il baisse les taux, mais il les baisse dans des proportions raisonnables. Il est passé de 5,50 à 3,50, ce qui n'est pas rien, mais il ne se précipite pas en voyant qu'il y a toujours des tensions inflationnistes aux États-Unis parce que même si le chômage remonte aux États-Unis, même si le nombre de jobs que proposent les entreprises est revenu à peu près au même niveau que le nombre de chômeurs, eh bien malgré tout, il y a toujours ces petites tensions inflationnistes aux États-Unis avec une économie, rappelons-le, qui marche très bien. Vous avez vu qu'au troisième trimestre, l'économie américaine a cru de plus de 4. Donc, une économie qui reste véloce, avec des tensions inflationnistes qui restent présentes, et un Jérôme Powell qui a su résister à l'énorme pression de la Maison-Blanche, et avec aussi, vous l'avez vu, le renouvellement d'un certain nombre de membres du Conseil de la Réserve fédérale, qui font que même si Donald Trump pousse à la nomination de certains de ses proches, l'équilibre devrait rester quand même assez bon. Heu, voilà, il va falloir surveiller ça, mais aujourd'hui, la crédibilité de la Réserve fédérale américaine est toujours là. La Banque centrale européenne, elle, est crédible parce qu'elle ne fait l'objet d'aucune pression des gouvernements, vu qu'elle est dirigée par, la Commission européenne, tous les États européens, et cetera, donc avec des intérêts très divers, des Allemands qui voudraient monter les taux, des Français que ça n'arrangerait pas du tout pour le coup. Donc vous voyez bien qu'en fait,
la Banque centrale européenne, elle, fait l'objet de beaucoup moins de pression politique. Donc son indépendance est relativement assurée. Elle a plutôt bien géré la situation, puisque pour une fois, elle a pris les devants, et depuis mi-2024, elle a commencé à baisser les taux d'intérêt en faisant le constat que si l'économie américaine restait très puissante, l'économie européenne, elle, était à la traîne, et donc elle a pris les devants et baissé ses taux avant que la Réserve fédérale américaine ne commence à le faire, et dans des proportions beaucoup plus fortes, puisqu'on est revenu à 2%. Donc, je trouve qu'il y a quand même, moi gérant en tout cas, j'ai encore confiance, je peux le dire, dans la maîtrise que les banques centrales ont de la masse monétaire et de l'inflation. Mais évidemment, quand on voit les dérives autoritaires d'un État comme les États-Unis, et quand on sait que le dollar est la monnaie absolue du monde, eh bien, c'est un sujet de surveillance. Alors à l'aube de 2026, quelles sont les grandes tendances structurelles qui vont façonner les marchés selon vous? Je pense que la principale tendance pour l'instant va rester quand même l'intelligence artificielle. Parce que c'est un phénomène mondial qui, évidemment, a trouvé toute son ampleur aux États-Unis jusqu'à maintenant, mais les Chinois investissent énormément là-dessus aussi. Les Européens, avec retard et avec division, vont quand même certainement tenter de se réveiller un peu, espérons-le. J'espère, ouais. Et donc, là, on est face à un phénomène qui va irriguer, si vous voulez, la croissance économique mondiale, les profits des entreprises, au niveau de la planète. Donc ça, pour moi, ça reste l'élément principal. L'élément secondaire, ça va être la géopolitique. Parce que forcément, on sent bien que les tensions s'accroissent entre les États-Unis et la Chine, entre les États-Unis et l'Europe. Et c'est un jeu, à mon avis, dans lequel il n'y a pas de vainqueur. Parce que ça ne peut que freiner le commerce mondial, faire perdre de la confiance, faire baisser les investissements. Donc je ne pense pas que ce soit... c'est certainement, si vous voulez, pour moi, le point négatif, cette géopolitique, de l'année 2026, parce que on sent bien que du jour au lendemain, on peut apprendre dans le journal une invasion, voilà. À peu près tout peut se passer. Il y a encore quand même le sujet de la guerre en Ukraine qui n'est toujours pas résolu. Taïwan avec les Chinois, dont la situation, on connaît un peu l'issue, hein, ils attaqueront un jour, on ne sait pas quand. Les États-Unis qui essaient de faire la loi maintenant en Amérique du Sud. Donc, vous voyez, c'est un jeu quand même très compliqué. Ce que je constate, c'est qu'il y a 10 ou 15 ans, quand il y avait comme ça un événement géopolitique, les marchés baissaient fortement et qui mettaient un certain temps à remonter. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les marchés sont un peu mitridatisés, c'est-à-dire que finalement, ils s'habituent à cette violence, à ces guerres, à ces conflits, et que tant que ça n'affecte pas l'approvisionnement en pétrole ou voilà, les échanges commerciaux globalement, finalement, ils le valorisent assez peu. Donc je pense que l'année 2026 pourrait, en dépit de tous ces événements qui feront de la volatilité, des hauts et des bas, etc., être encore une année positive pour les marchés d'actions. Rappelons qu'après le gros choc de 2022, on a eu 3 années consécutives de hausse sur les marchés d'actions, 23, 24, 25. Je pense que 26 sera la 4e, peut-être la dernière année de ce cycle, voilà. Je vois bien un CAC 40 finir vers 8600, quelque chose comme ça, fin 2026. Alors dans ce vaste paysage mouvant et instable, comment l'investisseur de long terme doit-il repenser ses allocations d'actifs? Pour l'instant, je pense qu'il faut rester surpondéré en actions. Parce que on voit bien que l'investissement obligataire, qui consiste à investir sur des titres de créances qui portent un coupon, risque, alors, il est plus rentable qu'autrefois, puisqu'aujourd'hui, il est assez facile de placer à 3,5, 4, 4,5% son argent, ce qui est plus rémunérateur que ça n'a été. Mais je ne pense pas que la détente des taux longs va être très rapide. Parce qu'on sent bien que les États, qui sont les principaux emprunteurs et les principaux émetteurs de ces obligations,
vont continuer à avoir d'importants besoins de financement. Je pense par exemple à l'Allemagne, qui jusque-là n'était pas un gros emprunteur, qui le devient, à la fois pour financer ses besoins sur la défense et pour financer son plan de relance. Donc, je pense que l'investissement obligataire va continuer à donner une rémunération correcte, conséquente, mais qu'il n'y a pas beaucoup de gains en capital à espérer sur ces titres obligataires. Quant aux actions, je pense que dans ce monde très mouvant, avec beaucoup d'incertitudes, avec beaucoup de besoins d'investissement, et avec des États qui n'ont plus beaucoup de moyens, les entreprises vont être les principaux bénéficiaires de toutes ces transitions. Parce que qui dit investissement sur la santé dit c'est bon pour les laboratoires pharmaceutiques, qui dit investissement dans la défense dit c'est bon pour les constructeurs industriels de l'armement, pareil pour les énergéticiens, l'IA. Donc il y a quand même beaucoup de secteurs qui durablement vont être portés par cela. Et en tant qu'investisseur, c'est très compliqué de se dire je n'y vais pas, j'attends, je laisse passer le train, parce que le mouvement peut être très important. Alors, quel est le risque le plus sous-estimé sur les marchés et à l'inverse, quelle est la peur la plus exagérée? Le risque le plus sous-estimé, de mon point de vue, ça reste un dérapage inflationniste aux États-Unis. Parce que là, aujourd'hui, les taux d'intérêt américains sont revenus sur le court terme à 3,25, 3,50. Les taux longs sont plutôt vers 4,50. Donc on a une courbe des taux légèrement pentue à des niveaux qui sont encore acceptables, supportables par tout le monde. Et ça, c'est dans un contexte dans lequel les investisseurs anticipent encore 2 à 3 baisses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine dans les 12 mois qui viennent. Parce que l'inflation est forte aux États-Unis, la Banque centrale n'est pas en capacité de baisser ses taux, de délivrer ses espérances, là on peut avoir une correction assez marquée des marchés. Donc pour moi, sur 2026, le principal risque, au-delà des gesticulations politiques des uns et des autres, pour les marchés, c'est vraiment le risque inflationniste aux États-Unis et ses conséquences sur la politique de la Réserve fédérale. Alors, pour en terminer, si vous deviez donner 3 conseils à nos auditeurs, quels seraient-ils? Premier conseil, la peur n'évite pas le danger. C'est-à-dire que se dire: «Je n'investis pas parce qu'il y a des risques» et cetera, c'est une très mauvaise politique. Parce que, voilà, moi j'ai commencé à travailler en 86, le CAC 40 a été créé en 87, il valait à l'époque 1 000 points, il vaut aujourd'hui 8 150, sans les dividendes. Et donc, malgré toutes les crises, les incertitudes, tout ce qu'on a connu de négatif sur la période, on est quand même 8 fois plus haut. Donc, je dis, il faut impérativement être investi et être investi le plus jeune possible. Deuxièmement, il ne faut pas négliger l'économie américaine. Parce que même si on dit les valeurs américaines sont très chères, songeons que pour un Européen, le dollar, lui, ne l'est pas. Et qu'elles sont très chères parce que il n'y a pas beaucoup d'équivalents, pour autant que je sache, à Amazon, à Nvidia, à Apple, à Google, etc. Donc, je veux bien que ce soit cher, mais c'est cher parce que c'est des positions mondiales dominantes avec des business mondiaux. Et enfin, le dernier conseil, c'est surtout de ne jamais paniquer et de profiter des moments de crise pour, au contraire, si on a encore des liquidités, les investir. Alors ça, Et c'est toujours voilà. difficile, mais c'est le conseil que vous donnez. Ouais. C'est le conseil, c'est ce que j'essaie de mettre en pratique en tant que gérant. C'est beaucoup plus facile pour un gérant de le faire, je pense, que pour un particulier dont c'est l'argent et qui se dit: «Mon Dieu», voilà. Donc voilà, déléguez votre gestion, en tout cas ne vendez pas. Eh bien, très bien. Marc Riez, merci beaucoup de nous avoir aidés à y voir plus clair dans le monde à venir, dans ce monde incertain. Ce que je retiens, c'est plutôt une note optimiste et positive, notamment pour les marchés actions, et puis de rester à l'affût de toutes les bonnes affaires à Profitez de la faire volée. sur les marchés. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et je vous dis à tous, à très bientôt.